Si l'on peut représenter l'histoire de la philosophie politique comme étant l'histoire d'une réflexion sur la légitimité de l'État, au tournant du XXe siècle, la question se pose de manière fort différente, au-delà de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi au-delà de la Deuxième Guerre mondiale? Parce que celle-ci a représenté l'expérience totalitaire par excellence, c'est-à-dire le moment où l'État qui est supposé être celui qui garantit la liberté des uns, la liberté des autres, l'ordre, va devenir le représentant du pire des meurtriers. Quand nous pensons à l'expérience totalitaire, nous pensons à la planification du génocide de juifs, nous pensons à un système où l'État n'a pas de limite et devient la figure du meurtrier principal. Ce n'est plus l'homme, c'est l'État lui-même qui devient le principal prédateur des autres êtres humains. Dès lors, si l'État lui-même peut devenir le pire des meurtriers, la question de la légitimité de l'État va se combiner de manière très forte avec celle de ses limites. Un État qui est légitime, c'est un État qui ne se veut pas totalitaire, c'est un État qui est conscient de ses limites. Légitimité de l'État et conscience de ses limites deviennent les deux faces d'une même question. Et c'est, de toutes les doctrines philosophiques, sans doute le libéralisme politique qui est le courant qui pense le plus étroitement cette articulation entre la question de la légitimité de l'État et celle de ses limites. Avec une idée extrêmement simple, justement, c'est que l'État n'est légitime dans son rôle d'autorité, dans son rôle de monopole de la violence légitime, que dans la mesure où il exerce son pouvoir, où il exerce sa capacité de contrainte, dans un et un seul but, celui de garantir et de faire respecter les libertés individuelles. On a donc un État qui est exactement l'opposé de l'État totalitaire. L'État totalitaire, l'idée même de totalitaire, ça renvoie à l'idée donc de totalité, c'est un État qui peut exercer son pouvoir partout, dans toutes les dimensions de la sphère sociale, de la vie en société, donc jusque dans la sphère privée des individus. C'est un État qui n'a aucune limite. Tandis que l'État libéral va être au contraire l'État qui est conscient que son exercice est limité par les droits individuels, par aussi du coup la reconnaissance de la sphère privée des individus, par fondamentalement cette mission d'assurer le respect des libertés des uns et des autres. Et donc, on a un État libéral dont la principale justification, peut-être, c'est justement le refus de s'en opposer. Si l'État libéral paraît s'imposer, c'est exactement dans la mesure où le totalitarisme est absolument ce qu'il faut éviter. Alors, autant il y a consensus sur la nécessité du rejet du totalitarisme, autant une justification de toute doctrine, mais en l'occurrence ici du libéralisme politique, qui se fait par rejet d'une doctrine opposée, est une forme de justification à la fois extrêmement puissante, mais également insatisfaisante. Si je garde une image un peu simpliste, imaginez que vous avez un feu de forêt derrière vous, eh bien, il vous paraîtra évident que vous devez courir pour éviter ce feu qui est sur le point de vous rattraper. Mais si vous courez en regardant constamment derrière vous ce que vous voulez éviter, donc le feu qui vous rattrape, vous risquez de ne pas voir le précipice vers lequel vous vous dirigez. Et donc, il ne suffit pas pour justifier la pertinence d'une doctrine philosophique de montrer que la doctrine contraire est mauvaise, dangereuse, mais il faut également pouvoir justifier la doctrine pour elle-même, au risque sinon de, effectivement, condamner quelque chose qui est condamnable, mais ne pas voir les propres limites de sa théorie. Donc c'est à la fois la force et donc la faiblesse du libéralisme de trouver sa justification dans le rejet de l'État sans limite, dans le rejet de l'État totalitaire, dans la nécessité de préserver les libertés individuelles. Et donc, la question que j'ai présentée comme étant la question sous-jacente à ce cours de philosophie politique, qui est de savoir si la doctrine libérale est à même de constamment intégrer ses critiques, de s'auto-transformer pour parvenir donc à faire face à ces critiques et à justifier la prééminence du cadre libéral, c'est-à-dire de la justification d'un État dans le fait qu'il est là pour préserver les libertés individuelles. Donc cette question, est-ce qu'on est toujours dans une logique d'autodépassement
Ou est-ce qu'il faut, à un moment donné, être d'autotransformation, du libéralisme, ou est-ce qu'il faut, au contraire, à un moment donné, prendre acte de la nécessité de dépasser le libéralisme? Et une fois encore, j'essaierai de régulièrement faire référence au contexte dans lequel nous vivons, la période de crise extrêmement particulière dans laquelle nous vivons. On voit bien là que c'est la nécessité de l'action collective qui réapparaît. C'est la nécessité d'avoir un État qui, certes, on peut dire que derrière toute son action, c'est toujours le droit et la liberté fondamentale la principale, le droit à l'existence, le droit à la survie, le droit à la santé, que l'État poursuit aujourd'hui, mais on voit bien que cela se fait à travers la nécessité d'une action collective beaucoup plus forte et d'une hiérarchisation des libertés. Et donc, si je peux reposer cette question sous-jacente à ce cours, c'est est-ce que face à des défis comme la crise sanitaire, mais on pourra y revenir plus tard, aussi pensons à la question écologique, est-ce que face à ces défis, le cadre libéral est-il à même de fournir une réponse satisfaisante, simplement en disant qu'il y a une hiérarchisation des libertés et que dans un contexte extrême comme celui dans lequel on vit, c'est toujours au nom de la liberté individuelle que les autres, dans ce qu'elles ont de plus, dans des droits fondamentaux, les principaux que sont donc d'abord le droit à l'existence et le droit à la santé, c'est au nom de ces libertés fondamentales qu'on vient limiter d'autres libertés, comme la liberté de se déplacer, la mobilité, et la liberté de se rencontrer. Dans certains cas même, pour l'instant, il y a des limitations au mariage, il y a des limitations au nombre de personnes qui peuvent accompagner quelqu'un dans ces derniers moments, il y a une limitation de la liberté de culte, il y a énormément de libertés qui sont actuellement mises sous les ténoirs, mais au nom du respect du droit premier, qui est le droit à l'existence. Mais donc, sommes-nous simplement encore toujours dans le cadre libéral d'une hiérarchisation des libertés, ou faisons-nous face à un certain nombre de problèmes de société qui montrent que concevoir la vie en société comme étant une simple juxtaposition de liberté individuelle, et dès lors concevoir le rôle de l'État comme étant simplement le garant de la juste coexistence des libertés individuelles, est-ce encore tenable aujourd'hui? Voilà la question donc, qui sera sous-jacente à l'ensemble de ce cours, mais avant de rentrer plus spécifiquement dans la présentation du libéralisme politique au chapitre 1er, et puis de voir au chapitre suivant les principales critiques adressées au libéralisme politique et la manière dont le libéralisme s'est chaque fois auto-transformé pour faire face à ces critiques, je vais vous proposer dans les prochaines capsules de resituer l'essor du libéralisme politique dans le cadre de développement de la pensée politique moderne, de l'idéal politique moderne, qui est un idéal de pouvoir avoir une forme de justification sur la raison de l'autorité de l'État, une manière d'essayer de réconcilier à la fois l'idée que nous devons être soumis à une contrainte, mais que cette contrainte ne peut être qu'une contrainte que nous acceptons nous-mêmes en tant qu'êtres doués de raison, et donc une contrainte que l'on s'impose de manière autonome. Et par là même, essayer de résoudre la tension entre l'idée de loi, l'idée d'État et l'idée de liberté, ça va vous rappeler ce que nous avons vu en philosophie morale avec Kant, grâce à la médiation de la raison. Il n'y a d'autre loi que celle que nous nous donnons à nous-mêmes, il n'y a d'autre État que celui que nous reconnaissons légitime, et dès lors son autorité ne limite pas notre liberté, mais en est son expression.